Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, on va démarrer, je vais vous surprendre un petit peu, on va démarrer. C'est une philosophe qu'on reçoit régulièrement sur Bismart, elle s'appelle Gabrielle Alperne. Elle réfléchit beaucoup à l'économie, vous allez voir. Parce que là, c'est quand même très très intéressant. Elle nous dit, messieurs, mesdames, messieurs, les acteurs économiques, les chefs d'entreprise, n'ayez pas peur de la culture, elle va vous sauver. Vous allez voir ça, on démarre avec Gabrielle. On repart les amis, on repart avec Gabrielle Alperne qui vient nous voir régulièrement. Bonjour Gabrielle. Bonjour Stéphane. Philosophe qui travaille sur l'hybridation. Nous sommes tous des êtres hybrides. Exactement, voilà. Tous des centaures. Vous êtes, voilà, et vous qui êtes des acteurs économiques et des agents économiques, vous pratiquez l'hybridation, parfois sans le savoir. Voilà. Tout à fait. Bon, on reparlera de ça longuement un jour, mais évidemment, tu t'intéresses à la vie économique. Oui. Un certain nombre de thèmes, et comme tu es philosophe, ce sont des thèmes inattendus, et celui du jour est particulièrement inattendu. Tu nous dis, Gabrielle, que la culture va sauver l'économie. Tout à fait. Alors effectivement, ça peut paraître assez paradoxal de dire une chose pareille. Nous, on adore ranger les choses en des cases. Alors, quand je dis nous, c'est les êtres humains et puis les Français en particulier. On adore ranger les choses en des cases. Alors l'art dans l'art, l'économie c'est l'économie, et puis un chat est un chat, et puis voilà. Sauf qu'en fait, il pourrait se révéler que les croisements pourraient être extrêmement intéressants et que justement, à l'heure où on est dans une crise, voilà, et il va y avoir des vrais sujets de relance économique. Ouais. Un certain nombre de secteurs économiques pourraient trouver, peut-être pas leur rédemption, mais en tout cas pourraient trouver des réponses, des solutions dans la culture, dans l'art plus précisément. Je vais vous donner... faut y aller. Il faut les exemples. Là. Il faut y aller. Effectivement. Parce que ce que je dis, alors certes, c'est quelque chose que j'appelle de mes vœux, mais en plus, c'est un constat. C'est-à-dire que ça arrive déjà. Donc cette grande hybridation entre la culture et l'économie, entre l'art et l'économie, ça arrive déjà. Moi, je vais te dire, juste comme ça pour poser le problème. Oui. Pour moi, voilà, je vais pas dire chef d'entreprise, machin. Pour moi, agent économique basique et binaire, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, en gros, oui, à travers le mécénat. Ouais. À travers le mécénat, c'est l'économie qui soutient la culture parce que l'homme n'est pas un animal, justement, et qu'on a besoin de réfléchir de temps en temps et de s'émerveiller. Oui. Mais je ne vois pas en quoi la culture pourrait soutenir l'économie. Alors, c'est là où, justement, je voudrais dire qu'il faudrait arrêter de laisser, justement, culture et art dans la case, en gros, mécénat, fondation d'entreprise. Voilà. Mais au contraire, c'est le directeur de l'innovation ou le directeur de la stratégie qui devrait y regarder de plus près. Je vais vous donner deux exemples dans des secteurs qui sont quand même plutôt mis à mal. Le secteur automobile et le secteur de l'hôtellerie. Première chose, dans le secteur automobile, on parle toujours des voitures hybrides. Alors l'hybride, c'est électrique, thermique. Enfin voilà, c'est comme ça que l'on définit l'hybridation dans le secteur automobile. Pour moi, l'hybridation dans le secteur automobile, c'est tout autre chose. C'est comment est-ce que la voiture devient quelque chose d'autre, par exemple une autre pièce de la maison, un salon, et là. À partir du moment où on commence à casser la case, un truc pour voyager, quoi. Enfin voilà, mais ça devient tout autre chose. Là. Il y a un croisement possible avec la culture et l'art. Un exemple très concret, DS Automobile a fait un partenariat avec le musée du Louvre. Alors là, on se dit, mais alors quel type de partenariat a bien pu voir le jour? En fait, ils ont sorti une voiture particulière, voilà, une collection particulière, en partenariat avec le musée du Louvre, qui diffuse un certain nombre d'œuvres symboliques du musée du Louvre sur l'écran central, avec un certain nombre de podcasts. Bon, alors ça, on peut se dire, oui, mais il y a un côté un peu gadget, voilà. Oui, mais ça, c'est les codes du luxe. Mais c'est une première, à mon sens, c'est une première étape dans l'hybridation. Parce qu'à partir du moment où on se dit, la voiture, c'est plus seulement une voiture, en plus surtout, si elles deviennent en conduite automatique, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture? Autonome, ouais, voilà, autonome. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture? Et donc c'est là où effectivement, si la voiture devient un salon, devient une autre pièce de la maison, devient un endroit où justement c'est un endroit de loisir, un endroit où on peut se cultiver, là on entre dans quelque chose de particulièrement stratégique qui peut être intéressant. Et à mon sens, c'est ça la véritable voiture hybride de demain. Exemple donc dans le secteur automobile. Mais alors tu cites DS, mais forcément, alors, il faut aller lire. C'est une page et demie de Roland Barthes, comme ça vous permettra de lire une fois du Roland Barthes dans votre vie, autour de DS. Roland Barthes avait déjà décidé que DS était une œuvre d'art. Avait déjà décidé que DS n'était plus une automobile. Oui. Voilà. Oui, alors, du dessin de ses courbes. Exactement. Et parce que elle n'était pas ergonomique, justement. Enfin voilà, c'est en gros ce qu'il dit. Donc c'est intéressant. Donc ça montre que finalement, il y a un ADN qui est particulier, un ADN. Vous tapez DS Roland Barthes, voilà. Vous allez lire ça, c'est extraordinaire. D'accord, effectivement, c'est très intéressant. Alors après, donc ça c'est le secteur automobile. Dans le secteur de l'hôtellerie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques hôtels. Alors bon, évidemment, c'est quelques hôtels comme ça, mais je pense que ça va vraiment devenir un avantage concurrentiel de demain pour un certain nombre d'acteurs de l'hôtellerie. En Italie, en particulier.
qui commencent à hybrider l'hôtel avec la résidence d'artistes et avec le lieu d'école d'art et de culture. Et donc, c'est une résidence d'artistes. Il y a des artistes qui sont donc logés gratuitement. Ils produisent une œuvre. Cette œuvre est ensuite donnée gratuitement à l'hôtel. Ce qui est génial, c'est que quand j'ai envie d'aller dans une chambre de cet hôtel, eh bien, je peux choisir la chambre que je veux et donc l'univers artistique que je veux. Ce qui est génial aussi, c'est que cet hôtel me propose, pour moi, pour mes enfants, des ateliers d'art, voilà, pour pouvoir se former à leur sculpture, peinture. Enfin, voilà. Et donc, c'est tout ça en un. Et donc là, pour le coup, c'est un véritable avantage concurrentiel pour pouvoir attirer un certain nombre de touristes. Évidemment. Donc voilà, là, la culture, l'art sauvera l'économie. Alors, on va dire que tu es sur des... Alors l'automobile, non, mais avec l'hôtellerie, tu es un secteur spécifique. Oui, mais alors, un autre exemple, alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est la librairie. Parce qu'on a bien vu, il y a tout le sujet des librairies qui ont été mis sous le coup de projecteur avec la crise sanitaire. Je disais finalement comment faire revenir les gens dans les librairies. On disait en fait la véritable hybridation c'est avoir un site internet et puis faire du e-commerce. Moi je ne pense pas. Je pense que le vrai sujet de la librairie et la librairie du futur, évidemment, oui, ok, d'accord, elle a un site internet, mais surtout, elle est en présentiel et elle va offrir, enfin, elle devient un lieu, un tiers-lieu, un truc extraordinaire. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont pris énormément d'avance. Et il y a plein de librairies qui sont en train d'ouvrir en Chine, qui sont des librairies cathédrales. C'est-à-dire que c'est des endroits immenses, qui ont été designés et construites par des architectes complètement fous, inédits. Voilà. Et donc, c'est des trucs, effectivement, cathédrales, où on peut faire plein de choses dedans. Et alors, ce qui est génial, c'est que les gens font la queue pour y entrer. Bon, et les enfants se battent pour pouvoir y entrer. Mais ça, c'est vrai, Gabriel, pour tout le retail. Ce que tu es en train de me décrire, c'est, alors il se trouve que on en parle très régulièrement, l'événementialisation du retail. Et effectivement, ça passe par la culture. Exactement. Ça passe par la culture. Tout à fait. Alors c'est une phrase extraordinaire d'Andy Warhol sur laquelle je suis tombée, 1975, alors clairement visionnaire, qui disait « Tous les grands magasins vont devenir des musées et tous les musées vont devenir de grands magasins. » Alors je sais que ça peut choquer. Oui, vous avez raison. Se dire, mais c'est terrible, c'est de l'instrumentalisation de la culture et de l'art, voilà. C'est la profanation de l'art. Voilà, les marchands du temple. Exactement, sauf que ça permet aussi de pouvoir ouvrir enfin l'art. Et on sait très bien qui va dans les musées et qui n'y va pas. Et là encore une fois, je reprends mes exemples aussi en Chine. Un nouveau concept extraordinaire qui s'appelle K11. Et donc là, c'est un mélange de galeries marchandes et de galeries d'art. Et donc on mélange le shopping et des poses artistiques. Et ça marche. Ça marche. Voilà. Encore un exemple. Non, parce que j'ai envie de t'amener encore plus loin, en fait. Il y a plein d'exemples. Autre chose, Renzo Piano. Ça, je trouve ça magnifique. À qui on disait, par rapport à Beaubourg, non, mais alors en fait, c'est horriblement moche, ces ascenseurs extérieurs, enfin, ces escalators extérieurs, on a l'impression que c'est un hypermarché. Et Renzo Piano disait... C'est l'architecte de Beaubourg. Ouais, ouais. Et Renzo Piano disait, mais tant mieux, parce que les gens n'ont pas peur d'entrer dans un hypermarché. Ah, génial. Voilà. Et pour moi, l'art devient sacré quand il s'ouvre, quand il se démocratise, quand tout le monde a accès à l'art. Donc ça n'est pas une profanation de l'art que de le mettre dans des galeries marchandes, dans des restaurants, enfin bref. Non, mais attention, ton sujet c'était pas la profanation de l'art, ton sujet c'était l'art sauvera l'économie. Oui, mais je voudrais pas que ce soit que l'on l'interprète en disant ah oui mais c'est de l'instrumentalisation. Ah mais ça on s'en fout nous sur Bismart. Nous c'est l'économie avant tout si tu veux. Donc s'il faut instrumentaliser l'art, on va l'instrumentaliser. Voilà, mais en tout cas je voulais quand même le préciser. Voilà. Non, je veux t'amener encore plus loin. La grande hybridation de toutes les hybridations, celle qu'on décrit depuis, j'en sais rien moi, allez, une demi-douzaine d'années, c'est bien l'industrie qui se mute en service. Exactement. Voilà, Exactement. C'est, vous ne vendez plus des matelas, vous vendez du sommeil et de la qualité de sommeil. On entre dans la société des usages, voilà. La société industrielle. Et en fait, avec l'art, j'ai l'impression que tu nous dis, il va falloir qu'on aille encore au-delà dans la dimension immatérielle que doit prendre la consommation pour se sublimer, pour qu'on puisse continuer à consommer. Exactement. En fait, c'est l'art de créer une relation. Et attention, relation et service, c'est pas la même chose. Pour ça, c'est plus la société industrielle, c'est plus la société de service, c'est la société des relations, des usages. Et en gros, c'est comment est-ce que je crée une relation dans laquelle mon client voudra bien entrer. Et donc c'est là où effectivement l'art peut jouer un rôle extraordinaire. Ça apporte de l'enchantement. Un autre exemple intéressant... En même temps, c'était une belle chute, ça apporte de l'enchantement. Bon, je te laisse faire ton exemple, mais c'était une très très belle chute. Vas-y, Gabriel. Un dernier exemple. Parce que ce moment aussi est un enchantement. Le Musée des Beaux-Arts de Reims a fait un partenariat avec les Galeries Lafayette, et donc des reproductions des œuvres du musée sont reproduites dans les vitrines des Galeries Lafayette. Voilà, donc il faut aller vers ça, c'est l'hybridation entre l'art et l'économie. Et ça apporte de l'enchantement. Gabriel Alperne avec nous sur Bismart.
Gabriel Alpern, donc philosophe sur Sud Radio. Dans un instant, le commerce. Et qu'est-ce qui s'est transformé dans le commerce après un an de pandémie? On a une vision à peu près globale à vous apporter grâce à Havas Commerce. Donc, on démarre avec le commerce. Et oui, Vincent, hier, on était avec Marie Cheval de Carmila. Voilà. Et donc, on parlait effectivement des nouveaux territoires du commerce. Toi, Vincent, donc, fondateur de Havas Commerce. Et tu fais, alors, il est quoi? Il est trimestriel, le baromètre que tu fais des... Non, là, pour l'instant, c'est 2 terrains par an. D'accord. C'est bien. Et donc, on a, alors, j'ai appelé ça les nouveaux visages du commerce. Ça veut tout dire et rien dire. Globalement, t'essayes de voir un petit peu comment les consommateurs, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, j'imagine, comment les consommateurs envisagent le post-Covid. Si, ça veut dire que c'est ça qui va se passer? Ouais, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la pandémie a modifié. C'est-à-dire que les 3 terrains qu'on a menés depuis le mars 2020 sont très cohérents les uns avec les autres. 3 terrains, ça veut dire des enquêtes de terrain. 3 enquêtes terrain. Les 3 enquêtes montrent clairement des changements de comportement qui sont assez lourds. Alors, vas-y, il faut y aller. Alors, attends, je veux d'abord projeter la couverture ce que tu mettais comme première slide de ton étude. Voilà, elle va arriver. C'est un gars à vélo. C'est ça le nouveau visage du commerce. C'est une explosion. Il y a une explosion aujourd'hui de la livraison et du drive, clairement. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Amazon a fait des résultats absolument colossaux. Ça a marché. Je crois qu'ils ont fait 100 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires sur l'année 2020. Donc c'est juste colossal, avec des résultats qui sont. Oui, mais ça veut dire que ça va durer, ça, pour toi? Ah oui, parce qu'on voit sur les courbes qu'il y a eu une augmentation extrêmement forte, tout simplement parce que les gens ont eu peur d'être infectés. Ça, d'accord. Les jeunes qui étaient déjà très utilisateurs du canal e-commerce et de la livraison ont continué, voire ont accéléré. Et puis surtout, les gens plus âgés, c'est-à-dire des gens de plus de 50 ans qui, jusqu'à présent, ne commandaient pas sur Internet, se sont mis à commander sur Internet parce qu'ils avaient peur d'être infectés, ils avaient peur d'aller en magasin. Mais alors, il y a un chiffre qui m'a beaucoup... Oui, mais ils vont continuer. Ce que tu dis, c'est qu'ils vont continuer. Alors, notamment sur les plus de 60 ans, je crois que c'est très spectaculaire. Aujourd'hui, les chiffres continuent à progresser. Le e-commerce continue à progresser, clairement. Alors après, le jour où il y aura plus de pandémie du tout et plus de masques à porter... oui, c'est ça que j'ai envie de savoir, moi. Tu peux pas encore répondre. Pour l'instant, c'est en train de monter. C'est-à-dire qu'on le voit sur la Chine. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai regardé les chiffres de la Chine. Et en fait, aujourd'hui, le e-commerce alimentaire en Chine, c'est 35% de part de marché. C'est la pénétration du e-commerce dans l'alimentaire en Chine, c'est 35% du marché total de l'alimentaire. 35% de l'alimentaire, 35%, c'est du e-commerce. Oui. Mais il compte le drive dans le e-commerce? Non. Le drive, il n'existe pas là-bas, on se fait livrer. Essentiellement. D'accord. Donc c'est absolument monstrueux. Et on voit la progression de l'alimentaire, en fait, qui était déjà sur une courbe ascendante en Chine. Et la pandémie a fait exploser encore la progression Donc pourtant, je vois dans ton enquête, seuls 28% des gens que tu as interrogés disent que leur volume d'achat en ligne a augmenté. Seulement 28%? Oui, mais alors, de ce chiffre. Oui, mais attends, d'abord, en France, on part beaucoup plus bas que la Chine. Ouais. La Chine est à 35%, on doit être à moins de 5%, même pas. Ah oui, sur l'alimentaire. Voilà, ça c'est un premier sujet. Et après, la question, c'est en ligne. C'est pas forcément le drive. C'est-à-dire que là où il y a peut-être un petit biais dans la question, c'est que les gens... D'ailleurs, le drive, à un moment donné, c'était 5-6 jours de délai pour pouvoir obtenir ses courses. Donc le drive a explosé et le e-commerce a explosé lui aussi globalement. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est Amazon qui a progressé, mais ce qui est très intéressant de savoir, c'est que les grandes enseignes classiques, j'aime pas dire classique, mais des Leroy Merlin, Fnac, Darty... On va le voir, alors on va le voir, c'est la deuxième slide. Ces gens-là ont progressé aussi. Ouais, alors c'est Carrefour le grand vainqueur, dis donc. Alors, enfin, grand vainqueur, ça se touche, voilà, vous voyez le ouais, c'est-à-dire que Carrefour a bénéficié d'une chose, et d'abord ils ont mis en place des mesures. Ils ont été très actifs sur les mesures qu'ils mettaient en place, ça c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est qu'il y a une prime au format. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, pendant toute une période de la pandémie, ont eu peur d'aller dans les magasins plus petits. Ouais, c'est ça. Ne pouvaient pas forcément acheter du non-alimentaire partout. Et donc, ils allaient principalement là où ils allaient trouver tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et surtout, ils voulaient pas multiplier les enseignes, parce que multiplier les enseignes, ça veut dire multiplier les occasions d'être infecté. Mais alors ça va rester ou pas? C'est-à-dire, Super U, ils se prennent une claque, par exemple, ce qui est surprenant. Alors, Non, en fait, c'est en train de revenir à la normale. Ça, on voit que les fondamentaux des formats, qui sont quand même plutôt vers des formats de proximité, les gens ont tendance à aller vers des formats de proximité et des formats plus, entre guillemets, moyens, ça reste, ça continue, clairement. Les gros formats continuent aujourd'hui de peiner et continuent à avoir des soucis comme ils en ont depuis. C'était leur chant du cygne, en fait, le chant du cygne de l'Uber. C'est un peu ça. Michel-Édouard Leclerc continue à y croire, et continue à dire c'est Amazon en 3D. Oui, mais parce qu'il n'a pas forcément un mauvais format. C'est-à-dire que ce
qui est compliqué, c'est les grosses bêtes, les très très gros formats d'hyper, qui eux sont compliqués aujourd'hui pour les gens, parce que ça veut dire des kilomètres pour y aller, du temps de course, etc., etc. Et puis compliqué à rentabiliser. Exactement. On va enchaîner d'ailleurs, parce que Amazon est l'autre grand vainqueur quand même. Donc, les enseignes non alimentaires qui ont fait le plus d'efforts pour faciliter les achats en période de couvre-feu, boum, Amazon, alors là, qui pulvérise tout le monde, avant Leroy Merlin, Decathlon et la Fnac. Ouais. Après, bon, il bénéficie d'une position quand même sur le marché qui était déjà forte. Oui, donc, forcément, ça lui a privilégié. Il faut savoir aussi que quand on a fermé un certain nombre de rayons non essentiels, Amazon a continué à livrer. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, mais ça, c'est ton métier, c'est peut-être se détacher un peu de la bulle médiatico-politique. Peut-être. Parce que Amazon, c'est le grand Satan, l'enfer incarné. Mon Dieu, n'achetez pas sur Amazon. C'est vrai. Et les gens disent, tu parles, je vais continuer, ça marche bien. Mais parce que les gens apprécient un service aussi. C'est ça. La force d'Amazon, elle est là, elle est sur le standard de qualité et de livraison. Tu m'as alors appris des trucs qui vont être spectaculaires sur l'impact. Alors, qu'en sera-t-il du télétravail? On verra bien. Mais l'impact du télétravail sur l'alimentation et sur la façon dont on fait ses courses peut être fondamental, et je n'imaginais pas ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Il s'est passé, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de rester chez soi, qui est quand même un bouleversement très important dans la famille, puisque vous vous retrouvez finalement à gérer votre temps différemment, à avoir des périodes où vous travaillez, des périodes où vous pouvez finalement aller faire vos courses. Donc vous avez un rapport au temps qui s'est un peu distendu et qui s'est différencié. Puis surtout, vous avez moins de temps à passer dans les transports. Ça aussi, c'est le cas des Parisiens. Quand vous avez 1 heure ou 1 heure et demie à passer dans les transports, finalement, vous l'avez plus. Et donc ce temps-là vous est utile. Premier point. Le deuxième, c'est la peur de la pandémie, la peur de la maladie a fait que les gens sont revenus sur l'alimentaire. C'est-à-dire la qualité de ce que vous mangez, comment vous mangez, à quelle fréquence. Voilà. Donc il y a une forme d'exigence sur la qualité. Et c'est la peur ou plus simplement qu'on a le temps de le faire? Alors il y a c'est-à-dire que c'est le sandwich triangle, tu vois, dans le truc distributeur, c'est quand on bosse, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. En fait, dans les activités pendant la pandémie, on voit que les premières activités, c'est cuisiner. Ben oui. Ce qui est juste incroyable. Donc je pense qu'il y a une dimension sanitaire, une dimension médicale, bien-être, clairement. Et puis il y a une dimension que je trouve très forte en fait dans le deuxième terrain au mois de juin, la deuxième enquête, on voit émerger l'écologie. Pas l'écologie au sens purement politique, ça. L'écologie au sens je vote pour un parti qui s'est saisi du quotidien, qui s'est saisi de l'amélioration de mon cadre de vie. C'est-à-dire des arbres, moins de voitures, plus de vélos, des producteurs locaux, des producteurs bio. Et en fait, on a vu. Et moi, j'ai pas du tout fait d'études pour ça. C'est pas un truc de grande ville, ça. Alors, c'est un truc. 10 grandes villes françaises qui, certes, doivent concentrer à peu près 5 millions de personnes. On a des scores qui sont monstrueux parce qu'on dépasse les 60-70% selon les questions qui sont posées. Donc, on voit que les réponses sont massives. Et alors, le troisième phénomène qui appuie ça, c'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté industrielle tout court, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que les Français, d'abord, ont compris qu'on allait passer en crise. Ils l'ont anticipé. Déjà, au mois de juin, les Français commencent à dire on est très inquiets sur l'avenir. Ils le sont encore toujours aujourd'hui, sur le troisième terrain du mois de mars 2021. Inquiets sur l'avenir collectif, mais pas sur leur avenir personnel. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il y a ce retour finalement à l'essentiel, à une vie plus équilibrée qui passe par le repas, par les amis, par la famille, par le sport, par le bricolage. Ça paraît fou, mais il y a un recentrage. Mais quand tu es inquiet pour le collectif, mais pas pour toi personnellement, ça veut dire qu'en fait, tu vas consommer. Ça veut dire qu'en fait, les Français ont fait beaucoup d'économies et ont un bas de laine. Et donc, en fait, il faut pas être inquiet. Et donc, en fait, il faut pas être inquiet. Moi, c'est mon grand message. Ah non, mais je pense. Et voilà. Non, mais alors, pour le coup, c'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'il faut être inquiet. Je dis qu'ils le sont parce que ils voient bien que structurellement, quand même, quand on a dépassé les 450 ou 440 milliards d'endettement pour gérer la pandémie. Je sais, mais non, mais n'empêche que. Oui, tu as raison. Non, mais il y a la force. Il y a trop de gens qui nous font peur avec ça pour qu'on puisse être rationnel. En fait, c'est un élément de communication qui est là, dont il faut tenir compte, et malheureusement, c'est le cas. Ce que j'ai vu, en fait, là où on sent que les taux est en train de se desserrer, c'est que il y avait une énorme pression sur les prix et l'engagement des prix au mois de mars et au mois de juin. Pendant la pandémie, parce qu'il y avait une vraie peur. Donc, on sentait que les Français voulaient des engagements tarifaires, notamment des distributeurs extrêmement contraints et tenus. Là, on sent qu'il y a une volonté et une envie de retrouver de la promo. C'est-à-dire. Ouais, mais enfin, alors on va voir. C'est la dernière slide, justement. C'est la dernière slide qu'on va voir. Les prix sont toujours quand même à la une. Qu'attendez-vous que les enseignes mettent en place dans les prochaines semaines? S'engager sur les prix 52%, soutenir les agriculteurs français 50%. Voilà.
Tout à fait. Il y a une légère contradiction qui ne vous échappera pas, mesdames et messieurs, entre ces deux propositions. Il y a une légère contradiction, il y a un peu de pédagogie à faire pour expliquer qu'effectivement, consommer local, ça veut dire un peu plus cher. Ah ben, si on veut soutenir les agriculteurs français, ça veut dire qu'il faut qu'on paye leur production au prix. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Moi, c'est la discussion que j'ai avec pas mal de distributeurs aujourd'hui, c'est de leur dire, il faut qu'il y ait un discours extrêmement adulte, extrêmement clair auprès des Français pour leur dire, voilà, consommer français, ça a un coût. Ça ne veut pas dire qu'on va exploser nos marges, ça veut juste dire que ça a un coût et il faut nous aider. Et puis c'est le coût de la rémunération de l'agriculteur. Bien sûr, mais redévelopper une industrie en France, ça veut dire à un moment donné accepter de payer un peu plus cher. Mais attends, alors parce qu'il nous reste que 2 minutes, mais juste sur parce que quand même parlons commerce et retail. Non, mais pour les retailers, c'est-à-dire la révolution des horaires. Si effectivement on part, notamment dans les grandes villes, sur les populations de cadres, sur 2 jours de télétravail par semaine, qui a l'air d'être un petit peu la norme qui va s'installer. Il va y avoir une révolution des horaires. Il y aura plus de temps mort en fait dans la journée. Et peut-être que ça va alléger un peu les temps de tension du samedi après-midi. Bien sûr. Je pense qu'il existera toujours le moment un peu de tension du samedi après-midi. Mais d'abord, ça veut dire qu'on vend mieux et plus, ça, je pense. Ça veut dire que la fréquence d'achat va baisser. Les gens vont moins souvent en magasin. Aujourd'hui, en tout cas dans les grands magasins, ils y vont moins souvent et ils font des paniers beaucoup plus importants. Toujours pour cette peur, entre guillemets, d'être infectés. Mais on est d'accord parce que c'est ça en fait le commerce. Le commerçant qui va avoir le temps à nouveau de se retrouver face aux clients. C'est Pierre Elmalek, le merveilleux créateur de Maison de la Literie, qui m'avait dit ça un jour. On va leur faire cracher du pognon. C'est-à-dire, mais oui, cette magie du commerce, alors elle va pouvoir à nouveau donner un. De toute façon, c'est prouvé. Hein. Moins vous avez de gens en magasin, finalement, plus le panier augmente et le temps de s'occuper du client permet justement de lui vendre plus de choses ou de meilleure qualité, etc., puisque vous êtes dans l'argumentation et le temps pris pour faire la vente, bien sûr. Donc la vente conseillée, de toute façon, la vente conseillée a tendance à faire monter les prix. Voilà. C'est la vente qui n'est pas conseillée, c'est-à-dire la vente on va dire à l'étalage basique. Vous venez, vous prenez un produit, vous sortez. Bon, en général, vous achetez un produit et puis vous repartez. Donc c'était Mais ça veut dire que les commerçants doivent investir dans les conseillers. Ça veut dire qu'il faut pas lâcher les vendeurs. Il faut pas lâcher sur les vendeurs, clairement. C'est ça. Après, il faut des bons vendeurs, il faut qu'ils aient du temps pour faire leur job. Mais bien sûr, la vente conseillée, elle n'est pas morte du tout. Il militait en fait auprès de ses franchisés pour le travail du dimanche. Ces franchisés, ça les gonflait de travailler le dimanche et d'ouvrir les magasins le dimanche. Et il leur disait, mais mon Dieu, les gens ont le temps. C'est vrai. Dans des tas de villes, ils s'emmerdent le dimanche. C'est vrai. Mais bon. Non, c'est vrai. Vincent, merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Et donc, les amis, Bismart continue. Vincent Maillet, donc le fondateur de Havas Commerce, c'était sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.